Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de noir, de rome et même de blanc, sans aucun complexe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis asiatique et que j'entends souvent les gens me dire des choses comme vous les Asiatiques, on vous aime bien, vous êtes discrets, vous êtes travailleurs, vraiment, faites pas de vagues et ça c'est pas comme les autres quoi. Et donc donc du coup cette notion de bon immigré, est-ce que les Asiatiques seraient les bons immigrés de la France républicaine? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vrai que quand on parle des minorités en France, on pense en premier lieu aux Arabes, aux Noirs, et puis généralement on n'en parle pas en bien. L'idée de l'invasion, du grand remplacement, du bruit, de l'odeur, tous les trucs pas super cool sont associés à ces groupes-là. Et en fait, on parle assez rarement des Asiatiques dans l'espace public français, si ce n'est pour saluer leur parfaite intégration, et je mets vraiment des guillemets qu'on voit pas à intégration. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que les Asiatiques sont les bonnes minorités, les minorités parfaites, et qu'est-ce que c'est le mythe de la minorité modèle? Alors pour nous aider dans cette réflexion, nous avons aujourd'hui avec nous Maylam Nguyen Konan. Alors, je dis pas Nguyen de la bonne manière, mais bon... Tu dis à la française. Voilà, c'est ça. Il y a une autre manière. Alors, comment ça se dit? Non, mais qu'on se mette d'accord. Dis-le, parce que moi, je peux pas le dire. Voilà, bon. Ah non, mais alors, Nguyen. Voilà. Tu es spécialiste des questions interculturelles et tu es autrice de plusieurs livres, dont Le marketing ethnique, un tabou à but lucratif, et Français, je vous ai tant aimé, l'impossible intégration. Alors, comme on est dans Kiffe ta race et qu'il est intéressant que toutes les personnes qui sont autour de la table se situent sur le plan de la catégorie raciale, Grace est asiatique et moi je suis noire, comme on vous le dit toutes les semaines, ça n'a pas changé. Et toi donc Maylam, est-ce que tu te définis sur ce plan-là et comment tu le ferais? Bonjour Rokhaya, bonjour Grace. C'est vrai, on t'a pas dit bonjour? Si, on t'a dit bonjour. Je crois, ouais. Non, je crois pas. Bonjour Maylam. Bonjour. Oui, moi en bonne française, ce qu'on va voir tout à l'heure, j'ai du mal avec le mot race déjà, de me l'appliquer à moi-même, donc de me définir en fonction de cette détermination-là. Moi, c'est vrai que j'ai appris à dire je suis française d'origine. Donc c'est une appellation que j'accepterais plus volontiers. D'origine asiatique, non. D'origine vietnamienne. C'est-à-dire que je spécifie quand même plutôt le côté vietnamien, donc le pays plutôt que la race, quoi. Et est-ce que du coup, dans ton expérience, il y a un moment où tu as su que tu étais française d'origine vietnamienne plus particulièrement, ou est-ce que tu l'as toujours su? Moi, j'ai toujours cru que j'étais française. Je pense que je me suis construite en tant que française. Enfin, c'est vrai que mon parcours particulier, parce qu'il est particulier, donc je l'ai raconté dans ce livre-là. J'ai pas écrit un livre sur l'intégration en prenant mon exemple. C'est vraiment, j'écris un livre sur mon expérience et après on en tire les leçons qu'on veut, quoi. Moi, j'ai toujours cru que j'étais française. Et à un moment donné, je me suis regardée dans la glace à l'âge de 19-20 ans. J'étais en prépa lettres. Et puis en fait, on m'a fait comprendre, j'ai compris que j'étais pas française, quoi. Donc, et c'est là où j'ai commencé la démarche, la quête de l'identité, le retour à un pays qui était pas du tout le mien, aux origines de mes parents, puisqu'en fait, moi, je suis vietnamienne du Laos, donc je suis partie au Vietnam, j'ai vécu au Vietnam, j'ai travaillé au Vietnam, donc je devais rester 6 mois, je suis restée 6 ans. Donc c'était quand même très long, mais c'était les 6 années nécessaires en fait pour faire le tour de la question identitaire. Et surtout, c'était suffisamment long pour pouvoir dépasser. J'en parle parce que je pense que c'est très important, ce que je vois de beaucoup de jeunes qui ont cette période-là, qui connaissent cette période de sentiment de marginalisation, ce qu'on appelle la marginalisation, c'est-à-dire que les fesses entre deux chaises, ni en France, ni bien dans son pays d'origine. Et donc moi, en fait, quand je suis retournée au Vietnam, ça a été une catastrophe, quoi. Genre les 6 premiers mois, la première année, mais ça a été vraiment le gouffre identitaire. Et donc, il a fallu tout ce temps, en fait, pour que je me sente bien au Vietnam et que je me sente aussi, que je redéfinisse, que je reprenne la possession de ce que j'entendais par français. Voilà, donc c'était ça qui était important. Moi, j'ai une question. Quand tu dis qu'on t'a fait comprendre que tu n'étais pas tout à fait française, de quelle manière, en fait, ça t'est parvenu ?
Alors, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est quand on est en prépa lettres, Hippocagne et Cagne, genre on est tous genre entre 0 et 4 de moyenne, 4-6 de moyenne. C'est vrai que moi j'avais des amis, c'était censé être des amis, ce que j'ai raconté, qui me disaient mais en fait t'as rien à faire là, parce que c'était dur pour moi. Mais moi j'avais pas l'impression que c'était plus dur pour moi que ça l'était pour des copines ou des voisines ou des choses comme ça. Mais beaucoup en fait me signifiait que je n'avais rien à faire là. Et donc je raconte dans le livre c'était le moment où j'ai compris la gauche, la différence entre la gauche française et la droite française. Je n'avais rien à faire là pour les gens de gauche. C'était en fait, je n'avais rien à faire là, mais c'était tellement difficile. Et donc il faut m'encourager. Donc vraiment cet esprit de gauche, c'est qu'il faut encourager, donc aider l'ascenseur social, etc., etc. Les gens de droite, en fait, je n'avais rien à faire là, puisque finalement c'était une imposture, parce que je prenais la place de quelqu'un d'autre, de peut-être plus méritant. Donc voilà. Donc pour moi, j'avais vraiment compris la différence entre la droite, le racisme de droite et le racisme de gauche. Donc c'est dans ce sens-là, effectivement. Mais... Et dans ton livre, tu dis, donc il y a tu dis explicitement dans ton livre, j'ai coché toutes les cases et pourtant, alors j'ai fait tous les efforts pour m'intégrer et pourtant il règne en France depuis quelques années une odeur qui me met mal à l'aise. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ces cases que tu as cochées déjà ? Oui, alors donc on parlait du mythe de la minorité modèle. Le concept des minorités modèles, ce sont donc des minorités. Donc c'est vraiment une lecture statistique. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on surperforme sur toutes les cases qui sont le revenu, l'éducation, l'emploi, et on sous-performe sur la criminalité. Donc tu parles là des Français d'origine asiatique. Oui, des Français d'origine asiatique. Quand on dit en fait dans l'intégration, cocher toutes les cases de l'intégration sont donc tous les indicateurs économiques, sociaux et culturels qui indiquent qu'effectivement vous êtes finalement vous devenez contributeur et non plus simplement récipiendaire des aides sociales. C'est-à-dire que vous êtes en train de contribuer finalement quelque part à la société, quoi. Donc c'est dans ce sens-là. Mais toi, à titre personnel, quand tu dis que tu avais coché toutes les cases, c'était vraiment... Tu n'avais pas commis d'acte criminel, on a compris. Non, déjà, je racontais ce que moi j'étais en plein dans une carrière en marketing, etc. Donc vraiment les statistiques sur la consommation française. Donc je racontais en fait, moi j'avais vraiment, j'étais dans la bonne classe moyenne supérieure. Donc ça c'est important. Donc tu as fait Sciences Po avant. Donc l'éducation, l'école, Sciences Po. J'avais la Renault Scénic, c'était la voiture préférée des Français. J'étais propriétaire, donc comme 56% des Français. Donc voilà, donc j'avais vraiment j'arrivais à la moyenne, voire un petit peu au-dessus de la moyenne. Et cette idée de moyenne, je la trouve très intéressante parce que pour moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du ticket de deuxième classe. C'est-à-dire que dans les fondements égalitariens français, c'est bien quand vous arrivez, vous payez votre billet comme tout le monde, d'accord, c'est bien. Vous payez votre billet de deuxième classe, c'est bien. Maintenant, si vous voyez les gens en première, là, ça commence à déranger les gens. Donc, en fait, c'est bien l'intégration, c'est bien d'être un modèle quand on a coché toutes les cases, mais il ne faut pas cocher plus que ce qu'on vous demande. Si vous faites plus que ce qu'on vous demande, là, vous commencez à déranger. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec ce qu'on appelle l'Asian penalty, la pénalité asiatique, c'est-à-dire que les grandes écoles, les grandes universités américaines, donc qui font, des quotas, qui réduisent les quotas des asiatiques parce qu'il y en a trop, notamment en Californie. Exactement. Ouais. Et en fait, donc dans l'extrait qu'a lu Grace, tu parles d'une odeur qui te mettait mal à l'aise. Et toi, il semble que tu as eu un déclic autour de 2010 quand Nicolas Sarkozy, le président, a lancé un débat sur l'identité nationale. Et en fait, ton déclic a provoqué des conversations que tu as lancées qui a pas mal choqué les gens de ton entourage. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui s'est passé ? Non, c'est vraiment savoir avec ça. Pour moi, je crois qu'il faut distinguer minorité modèle et minorité discrète, minorité heureuse. C'est-à-dire qu'en France, on accepte quand vous êtes discret et heureux. D'accord. C'est-à-dire que vous faites pas d'histoire et vous demandez pas plus que la place que vous avez, qu'on vous donne, qu'on vous assigne. Avec cette formule-là, quand on coche toutes les cases, avec cette formule-là, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, vouloir plus, toi, tu déranges, d'accord. Fleur Pellerin s'en prend plein la figure. Dès que vous apparaissez, dès qu'on dépasse ce plafond de bambou, ce plafond de verre, etc., effectivement, là, on a les gens des exigences beaucoup plus importantes.
En France, à l'époque alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'usage que l'on fait de cette notion de minorité modèle. C'est vraiment en relation c'est toujours par rapport donc à la moyenne nationale. Donc, par exemple, on a un niveau d'éducation. Est-ce qu'on a un niveau d'éducation supérieur? Est-ce qu'on a un niveau de diplôme supérieur à la moyenne nationale? Mais beaucoup l'utilisent par rapport aux autres minorités. D'accord, donc, et ça, c'est là où ça devient dangereux. Ce mythe de la minorité modèle, c'est lorsqu'on l'utilise pour dire, regardez eux, ils s'en sortent, et vous, excuse-moi, je te pointe du doigt, Rokhaya, mais... Parce que je suis la seule dans la pièce. Donc, et vous je pointe du doigt Quentin, qui est au son et qui est blanc. Et vous, vous ne faites pas d'efforts, d'accord? Et là, c'est là où ça devient de la manipulation, c'est-à-dire que quand on prend des faits qui sont, un relatif succès d'une communauté, et qu'on veut l'utiliser pour, justement, critiquer une autre communauté. D'accord, donc ça, c'est là où ça devient, pour moi, assez malsain et assez dangereux, quoi. Et dans le débat de l'identité nationale, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on voulait faire une espèce vous savez, les bonnes images, une espèce de hiérarchie. La France, tu l'aimes ou tu la quittes, tu l'interroges pas. Et si tu commences à le faire, du coup, tu mets tout le monde... Moi, je suis d'accord avec toi, Maïla, parce que j'ai toujours vécu ce mythe de la minorité modèle comme étant un instrument de la méritocratie. C'est-à-dire qu'on me disait, vous l'avez fait, pourtant vous êtes parti de rien, vous êtes venu, vous avez fait des sacrifices, et maintenant, regardez où vous êtes. Vraiment, quand on le veut, on peut. Regardez d'ailleurs les autres, ils ne le veulent pas, ils sont fainéants, ils vivent sur les allocs. Et je le ressens vraiment comme étant, regarde tes parents, ils ont trimé. Tu vois, ceux d'à côté, ils vivent au crochet de la société. Et donc, ça, je trouve que et d'ailleurs, c'est marrant que tu utilises le mot odeur, parce que justement, le bruit et l'odeur, c'était quelque chose qu'on avait utilisé, donc Jacques Chirac avait utilisé pour stigmatiser les minorités, du coup, arabes et noires, et qui, j'avais l'impression, pour un moment, m'atteignait pas en tant que personne asiatique. C'est-à-dire que moi, j'avais pas d'odeur, et puis je faisais pas de bruit, tu vois. Et donc, et pour moi, cette image de la minorité modèle, elle est présente, permanente, elle est assez diffuse dans la société. Là, je parle de Jacques Chirac, mais on a aussi eu un moment avec Nicolas Sarkozy comme président où il nous a ressassé ce mythe-là. Et du coup, j'aimerais qu'on écoute un extrait de son discours lors du Nouvel An lunaire de 2010. J'observe avec beaucoup d'attention les espoirs et les réussites des Français d'origine asiatique. Votre présence et votre contribution à la société française font de vous des éléments essentiels de la communauté nationale. Vous-même, vos parents, êtes arrivés en France souvent au prix de sacrifices, parfois de souffrances, parfois de drames. Vous avez adopté le modèle d'intégration le plus républicain qu'il soit, le travail. Que ce soit dans l'exercice de vos professions, sur les bancs de l'école ou de l'université, vous travaillez. Vous le savez, la République, c'est un ensemble de droits et de devoirs indissociables. Les Français originaires d'Asie sont exemplaires et je tiens à vous rendre hommage. Votre présence en France est donc solide, durable, et l'ensemble de la communauté nationale se réjouit que vous soyez venus l'enrichir. Alors, je trouve que c'est fabuleux. Là, c'est un concentré de tout ce qu'on vient de dire avant, là. Oui, tout à fait, ouais. Mais alors c'est ça qui est très intéressant. Je trouve que sur le mythe de la minorité modèle, elle a été très critiquée, donc notamment aux États-Unis, parce que effectivement, elle occulte les disparités. D'accord, donc quand on parle de asiatique, il y a vraiment des disparités énormes. Effectivement, aux États-Unis, même si le revenu médian des asiatiques est supérieur à celui des blancs, des noirs et des hispaniques, c'est aussi au sein de la communauté asiatique, il y a le plus fort taux d'inégalité en termes de revenus.
Et alors c'est très intéressant parce que quand on compare les moutons noirs asiatiques aux États-Unis, ce sont les bons élèves en France. Alors, donc je m'explique. Tu veux dire que les Vietnamiens... Voilà, donc les réfugiés de l'ancienne Indochine qui sont arrivés aux États-Unis sont effectivement en bas de l'échelle sociale en termes de revenus, de diplômes et d'éducation. Les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens. Les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens, les Hmong notamment, etc. Donc c'est vraiment, ils sont vus comme, alors qu'effectivement le haut du panier est tenu par les Chinois, les Japonais, les Taïwanais, etc. Correct. Ouais, exactement. Alors qu'en France, et c'est ça où, avec le recul, le haut du panier, c'est vraiment les réfugiés, donc mais chinois de l'ex-Indochine ou les Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens. Et on commence à pointer du doigt donc le taux de criminalité des Chinois de la deuxième, troisième vague, des Chinois de la Chine. On commence justement à regretter qu'il n'y ait pas le succès scolaire, la réussite scolaire des enfants. Et cet argument-là, enfin, je trouve ça assez intéressant de prendre cette comparaison-là pour montrer que ça n'a rien à voir avec les gènes. Ça quand même, il faut quand même essayer de... non mais je le précise au cas où... voilà, tu as fait Cagne, tu n'as pas fait maths. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est pas une question... La réussite sociale, elle n'est pas liée aux gènes, elle est liée vraiment aux conditions économiques, au parcours migratoire, de comment vous êtes arrivé, quand vous êtes arrivé dans un pays, dans quelles conditions, etc. etc. Donc, voilà. Donc la réussite des immigrés, elle est vraiment... C'est pas du tout une question de gènes. Et c'est exactement ce que tu dis quand tu parles des États-Unis, puisque les États-Unis ont pratiqué l'immigration choisie, enfin ils la pratiquent toujours d'ailleurs, notamment pour les populations asiatiques, c'est-à-dire que pour obtenir un visa, et des historiens qui ont écrit là-dessus, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire être intellectuel, être dans un milieu dont on avait besoin aux États-Unis. Et en France, on l'a pas pratiqué de la même manière, mais de fait, les personnes qui ont été élues à la migration après les guerres des années 70, enfin pendant les guerres des années 70, c'est notamment les personnes aisées, d'Indochine, les Cambodgiens, enfin les Chinois cambodgiens, Chinois vietnamiens et vietnamiens, et puis certaines personnes laotiennes, c'était souvent des personnes privilégiées déjà, puisqu'elles avaient accès à un certain niveau économique, social, etc. Donc du coup, de fait, c'est une immigration aussi choisie, c'est-à-dire que moi, la plupart des Vietnamiens que je connais en France, alors je ne suis pas vietnamienne, moi je suis d'origine chinoise cambodgienne, mais la plupart des Vietnamiens que je connais en France parlent très bien français. Enfin, la plupart, non, mais ça me choque des fois quand je vois une personne vietnamienne d'un certain âge, c'est-à-dire qui a peut-être 70, il parle français comme des Français. Alors que moi, du coup, dans ma famille, les personnes asiatiques que je connais dans ma famille ne maîtrisent pas le français. Et du coup, pour moi, c'est comme les Vietnamiens en France, c'est un peu la minorité modèle, c'est-à-dire qu'ils sont tous médecins, pharmaciens au pire, et ils ont des rêves de transfuge social pour leurs enfants, qui ont d'ailleurs été réalisés. Mais c'est ça, c'est le deuxième aspect, la deuxième critique qu'on fait à ce concept de minorité modèle, c'est que cela occulte pas seulement les disparités, mais surtout ça met une pression énorme sur les communautés elles-mêmes et sur les enfants. Aux États-Unis, par exemple, effectivement, le taux les tentatives de suicide au sein de la communauté asiatique sont les plus importants. Pas les taux de réussite, donc faut le voir comme un appel, je sais pas, mais voilà. Donc il y a aussi en France aussi, c'est-à-dire que la prise en charge, voilà. Donc comme je disais, quand vous avez une pression de la communauté de réussir, c'est-à-dire que vraiment l'image de cette communauté, c'est en gros si vous ne réussissez pas, vous êtes des gros nazes, quoi. Enfin, voilà, donc vous êtes rejeté par votre propre communauté. Et cela crée donc, un état de dépression, un état de mal-être qui est relativement important au sein de la communauté asiatique elle-même, que ce soit aux États-Unis ou en France. Hein. Donc il y a cette pression, pas simplement de la France, de la société française, mais à l'intérieur même des communautés qui, on va le voir certainement ensemble, qui produisent et qui continuent à fabriquer ce mythe, les communautés elles-mêmes, hein, les Asiatiques eux-mêmes. Mais ce que je voulais dire sur le débat en France, il y a quel est le rôle à jouer de cette minorité, d'accord, quel est le rôle qu'on a à jouer par rapport donc aux Noirs, aux Arabes, quel est le rôle que l'on souhaite prendre, quel est le rôle qu'on va nous donner. Si on nous donne simplement un rôle pour fustiger les autres, effectivement, c'est pas très intéressant. Mais
En même temps, c'est une position qui est très difficile. C'est ce que je trouve intéressant dans le discours de Nicolas Sarkozy qu'on a entendu à l'instant, c'est vraiment le sous-texte. C'est-à-dire que la manière dont il valorise les Français d'origine asiatique, enfin chinoise et vietnamienne en l'occurrence, est tellement décalée, parce qu'au même moment, on se souvient que son discours, c'était quand même la France, tu l'aimes ou tu la quittes, on va nettoyer la banlieue au Karcher, les racailles, etc. Donc il y a vraiment... Que la même personne puisse avoir des discours si opposés, l'idée qu'à l'époque, tout le discours sur l'identité nationale posait de manière plus ou moins implicite sur l'idée que l'islam était incompatible avec la France, et là, il est vraiment dans une dynamique de bienveillance, de les Français vous aiment bien parce que vous travaillez, et le sous-entendu par rapport à d'autres qui ne travailleraient pas, qui seraient fauteurs de troubles, qui ne seraient pas bienvenus et pas aimés, est tel que du coup, je trouve que ça place les gens d'origine asiatique dans une position très ambivalente, parce que d'un côté, c'est normal, c'est appréciable d'être aimé, tu vois, on a envie, quand quelqu'un vous dit « je vous aime bien », on est content. Et en même temps, est-ce qu'on a envie de se rendre complice de ça en disant, en s'associant à des propos qui rejettent d'autres groupes sur des critères en plus qui sont infondés. Donc je ne sais pas comment vous pouvez le vivre. Moi, je trouve que lorsqu'il dit vous avez adopté le modèle d'intégration le plus républicain qui soit, le travail. Déjà, moi, j'ai un problème avec c'est comme si le travail était un monopole exclusivement asiatique. C'est-à-dire que moi, je crois que quand on entend le travail, on entend aussi les minorités travaillent quand elles arrivent en France. Quand vous êtes immigré et que vous n'avez rien, vous êtes parti de zéro, et c'est pas que mes parents. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes immigrées qui recommencent à zéro tout le temps. Enfin, à part le travail, je sais pas, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas de... Enfin, donc à part le travail, je ne vois pas... Je vois pas ce qu'il y a de républicain dans le travail, en fait. C'est quelque chose de... Alors, non, moi, je dirais qu'on a intégré quelque chose... C'est-à-dire qu'on a... Cette réussite, elle est surtout pas républicaine. C'est-à-dire que les Asiatiques... non, mais si tu prends la stratégie d'intégration aux États-Unis ou en France, pour les Asiatiques, elle est presque la même. On en avait discuté une fois, il y a longtemps. On disait, en fait, pour les Asiatiques, c'est l'autonomie économique avant tout. C'est-à-dire que si tu n'es pas autonome économiquement parlant, tu peux pas... aider tes proches, tu peux pas aider ta famille, tu peux pas. Donc cette autonomie économique, en revanche, la République, elle promeut une autre forme d'intégration. C'est l'intégration par l'école, c'est l'intégration par la voie publique, le service public. C'est vraiment le côté civique qui est très républicain pour moi. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est sous-représenté en termes de fonction publique. Oui. On est, je veux dire, même dans l'éducation nationale. Donc nous, au contraire, on n'a jamais... il me semble que dans la majorité, on n'a jamais acheté le contrat républicain. Et paradoxalement, même dans les revendications de reconnaissance de la République, les Asiatiques sont sous-représentés. C'est-à-dire que les gens qui réclament le plus d'être représentés, de ne pas être victimes de discrimination, de stigmatisation, etc., c'est pas les Asiatiques qu'on entend le plus réclamer de la République, en tout cas dans l'application du principe d'égalité. Ouais. Du coup, il y a vraiment un paradoxe à vous dire vous êtes très républicain parce que vous faites pas trop de bruit et qu'on vous entend pas trop, quoi. C'est vraiment très, très, très bizarre, quoi. Non, c'est ça. Je pense qu'on a quelque part mieux compris les codes d'une intégration réussie, qu'elle soit en France ou aux États-Unis, et qu'on n'a pas justement acheté et signé un chèque en blanc à la République. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis qui ont fait le choix vraiment du service public, qui ont fait le choix d'être des élus, qui ont fait vraiment le choix d'être représentés politiquement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques. Non, il y en a un peu plus maintenant, mais c'est vrai un peu plus, beaucoup, mais franchement, c'est vraiment... c'est pas du tout le choix que l'on fait, nous. Donc, Et moi, je trouve que ce que tu dis sur l'intégration réussie, qu'on attend de nous, elle est vraiment celle-là. C'est finalement une intégration qui nous rapproche des personnes blanches. Et du coup, la question que tu poses, Maïlam, de où est notre place dans le racisme systémique, elle est intéressante parce que moi, j'ai longtemps pensé que j'étais blanche, tu vois, parce que du coup, j'avais envie d'être blanche parce qu'elles étaient plus jolies, elles étaient plus plébiscitées, mais aussi en termes de carnation, tu vois, je suis assez proche du blanc, c'est-à-dire que je suis beige en fait, voilà, je suis plutôt beige clair. Et tu vois, moi dans un groupe, parfois, si tu regardes pas trop, je suis une brune, quoi. Je passe. Non mais c'est vrai. Et du coup, je me rends compte que je suis vraiment proche de la blanchité. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote que je trouve très intéressante par rapport à Get Out, parce que je suis allée voir le film de Jordan Peele au cinéma.
Et donc j'étais hyper contente, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc militant, etc. Et puis, à un moment, un moment au milieu du film, il y a un Asiatique dans le casting. Je me dis, ah, c'est chouette et tout. Il y a un Asiatique et tout, je me sens représentée. Et en fait, le mec, dans le film de Jordan Peele, il fait partie des méchants. Il y a un japonais. Dans le film, les méchants, c'est les blancs. Oui, voilà. Que les gens comprennent. Et, voilà, oui. Et on n'est pas raciste, c'est le film. C'est le film qui le dit. Et donc, il y a un Asiatique, donc ils sont en train de faire une vente aux enchères de l'homme noir, en tant que... Enfin bon, plein de choses, mais en tant qu'esclave, notamment des besoins des hommes blancs, du coup, dans le film, et hommes et femmes blanches. Et il y a un Asiatique, et lui fait partie du système. L'Asiatique, il est là, mais en fait, il est presque blanc. Et du coup, ça pose vraiment cette question de où on se situe sur l'échiquier. Est-ce qu'on est complice d'une certaine forme de domination, voilà, et qu'on ne subit pas de plein fouet? Alors moi, je rebondis sur ce que tu racontes. J'ai lu une étude qui était très intéressante sur les perceptions des minorités entre elles et par rapport à la majorité blanche. C'était aux États-Unis, forcément, parce qu'en France, malheureusement, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas cet outil-là. Mais là, c'était sur les perceptions, donc c'était très intéressant. Donc, les Asiatiques étaient la seule minorité à se sentir effectivement supérieure, à avoir ce sentiment de réussite. Donc en majorité, les Asiatiques ont ce sentiment d'être une minorité qui réussit. Et c'est la seule communauté. Plus que les Blancs, plus que les Noirs, plus que les Hispaniques. D'accord. En revanche, ce qui était très intéressant, c'est que toutes les autres communautés, donc Blancs, Noirs et Hispaniques, confirmaient qu'effectivement, les Asiatiques, ils les percevaient comme une minorité modèle. D'accord. Et troisièmement, donc l'Asiatique se sentait supérieur aux autres, donc il avait cette position vraiment privilégiée, se sentait en plus en dehors de toute comparaison possible, quoi. Et moi, j'avais envie de prendre cet exemple, comme tu dis, donc du rôle des Asiatiques dans le débat. Je me dis, mais plutôt que de ramener les Asiatiques dans la même perception que les Hispaniques ou les Noirs, ou dans la même perception que les Maghrébins ou les Noirs en France, c'est vraiment de dire, mais les autres minorités, qu'est-ce qui vous empêche d'être fiers de vous-même ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette même fierté, cette même perception positive de vous-même aujourd'hui? Mais je crois que c'est moi je dirais, c'est les discours publics, quoi. C'est qu'en fait, tout ce qu'on nous dit, c'est que, justement, on est, que ce qu'on fait, ça va pas, ce qu'on est ne va pas. Tu vois, ce que tu disais, Blanche. Voilà, c'est mon nom Blanche, maintenant. Ça y est. Je t'ai complètement assimilée à la blanchité. Je sais pas pourquoi je t'ai appelée Blanche, c'est un truc de ouf. Grâce. Je connais une fille qui s'appelle Blanche, c'est pas un truc complètement inventé. Donc, grâce que tu disais par rapport à l'amalgame, tu vois, par rapport à la blanchité, quand t'es arabe et surtout quand tu es noir, il y a aucun moment dans ta vie où tu penses que tu peux passer pour un blanc. C'est-à-dire que ce truc-là, tu renonces, mais très très vite dans ta vie. Ce que je disais de l'étude, c'est que l'étude, elle dit, c'est que l'Asiatique, lui, se sent même pas proche des blancs, il se sent supérieur aux blancs. Oui, mais c'est parce que, en fait, c'est ça qui est vachement intéressant. Parce que les images qui sont projetées, ce sont des images qui correspondent à ça. Et je pense que nous, on n'a pas vraiment de représentation qui peuvent nous laisser croire qu'on tu vois. Je pense que la représentation publique, le discours public, tu vois, le fait d'être... je sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais ce qu'on entend de Nicolas Sarkozy, moi, j'ai jamais entendu personne dire ça, ni des Arabes, ni des Noirs, ni des Roms, tu vois. Donc, du coup, je pense que t'as pas vraiment beaucoup d'éléments pour te raccrocher et pour te sentir valorisé, te sentir même supérieur aux autres, parce que les modèles de valorisation, les modèles de réussite sont très, très peu présents, et je pense que ça contribue beaucoup à nourrir ton estime personnelle, tu vois. Non, ou alors, je dirais, si on prenait la jauge, qu'on la décalait, c'est-à-dire que la jauge, c'est plus le blanc. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans le débat qu'on avait jusqu'à présent, on disait, en fait, la jauge, pour nous, le truc à atteindre, c'est le blanc. La minorité modèle, elle est modèle parce qu'elle est, elle atteint presque le niveau du blanc, elle est supérieure au niveau du blanc. Et je dis, mais en fait, moi, j'en ai rien à faire de ce que fait le blanc. Collectivement en termes de société, c'est-à-dire que ça reste quand même la norme. C'est-à-dire que dans les films, dans les livres, la norme. Oui, c'est la norme qu'on t'impose. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'Asiatique, lui, il réfléchit avec cette norme-là? Et cette étude, ce que je trouvais intéressant, c'est que cette étude montre que l'Asiatique, pour lui, le critère de base n'est pas comment il se réfère. Mais là on parle des Asiatiques en Asie ou aux États-Unis. Non, aux États-Unis, la diaspora. C'est vraiment, en fait, c'est vrai que moi, dans la communauté asiatique, dans ma famille,
les autres, c'est les autres blancs inclus. Tu vois, c'est nous et les autres. Ah, oui. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je disais que la différence pour moi, un petit peu dans notre position en France, et qui est semblable, je pense, aux États-Unis, c'est que nous, on ne se... vous voyez, la ligne de couleur, c'est pas blanc et dans laquelle on devrait se placer, quoi. Nous, c'est juste la ligne, elle est nous et les autres. Mais tu ne crois pas que la conséquence de ça, c'est aussi l'invisibilité, parce que du coup, je trouve que les Asiatiques n'existent pas dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que quand tu regardes un film français, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques, ou quand il y en a, ils sont vraiment associés à quelque chose d'étranger. Et j'ai quand même l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que chez les jeunes générations, il y a quand même une revendication, en tout cas une envie d'exister dans l'imaginaire collectif et de faire partie d'un tout. C'est-à-dire de pas... Alors, tu vois. Après, il y a ce qu'on disait, la minorité modèle. Dans le modèle français, c'est quand tu réussis, mais pas trop. Quand j'avais fait l'année dernière, j'avais fait un espèce de who's who de tous les experts d'origine asiatique en France. Et j'avais été frappée par quelque chose, c'est qu'on était tous super bien présents, donc à des postes importants, mais jamais en première ligne. C'est le fameux plafond de bambou. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas ce plafond de verre qu'on dit pour les femmes et de bambou qu'on dit pour les Asiatiques. Donc en fait, tu prends, donc en dehors de quelques hôpitaux et encore, de chefs de service, disons, on a beaucoup de médecins, mais c'est des médecins lambda, il y a beaucoup de pharmaciens, etc. Mais tu verras jamais un Asiatique à l'Agence nationale 2, tu n'auras jamais un Asiatique français en prix Nobel, tu n'auras jamais, etc. C'est quoi, c'est de l'autocensure ? Non, pour moi, c'est là on parle des premières générations et des deuxièmes générations, mais je pense quand même que cette aspiration-là, elle est différente aujourd'hui, avec notamment ces derniers mois, il y a eu énormément de prise de conscience sur le racisme anti-asiatique. D'ailleurs, on commence à nommer le racisme anti-asiatique. Donc, je pense qu'il y a une question effectivement de racisme et de mettre de côté ces personnes-là parce qu'elles ont elles auraient des capacités dans telle ou telle matière. C'est-à-dire que et là qu'aujourd'hui on a vu avec, il y a plein de choses dans les médias. Il y a eu Kev Adams, Gad Elmaleh, le fameux sketch sur les Chinois qui a créé... Alors on peut peut-être rappeler pour les gens qui ne connaissent pas le sketch ce dont il s'agissait. Il y a eu un spectacle de ces deux comiques qui a été rediffusé sur M6 et puis sur les filiales d'M6, qui mettait en scène une caricature de chinois. Donc c'est un yellow face, ça veut dire que le Kev Adams s'était grimé en chinois, il s'était habillé, voilà. Et quand je dis chinois, c'est que les personnes asiatiques sont toutes perçues comme des chinois. Je dis, ça pourrait être là, ils mangeaient des sushis, donc c'était aussi un japonais, c'était aussi, il y avait des nems, voilà. Donc c'était aussi on met tout l'imaginaire de l'asiatique dans ce sketch-là, les Chinois. Et il y a eu des réactions des personnes asiatiques qui s'en étaient touchées. Donc, il y a eu la tribune d'Anthony Chélan, qui est rédacteur en chef de Click. Il y a eu Louise Chen, qui est DJ, qui a écrit quelque chose dans Les Un Rock. Il y a eu Lynn Landau, qui est journaliste à France Info TV, qui a fait une vidéo là-dessus. Et du coup, ça a commencé, quelque chose a commencé. Ensuite, il y a eu dans la rue, donc des incidents, des tragédies, avec la mort de Zhang Shaolin, qui est un homme chinois qui a été tué par des jeunes qui avaient un cliché en tête, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il aurait de l'argent. Et du coup, cet homme est mort, et il y a eu des manifestations de soutien à la famille et aussi pour dénoncer l'insécurité que subissent des personnes donc à Aubervilliers. Donc ça, c'était Et il y a eu la mort de Liu Xiaoyou, qui est un homme chinois qui a été tué chez lui, dans son domicile, par les forces de police parce qu'il était armé d'une paire de ciseaux. Et donc là, ça a posé des questions sur la violence policière. Absolument. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce cas de Xiaoyu Liu, qui est mort dans le 19e à Paris, c'est que la famille, en fait, a tout de suite interprété le fait qu'il soit tué comme une violence policière raciste. Et ils ont pris contact très vite avec Assa Traoré, qui est la sœur d'Adama Traoré. Et derrière, on y voyait évidemment il était noir, et on pense vraiment que c'est le fait qu'il soit noir qui lui a valu cette interpellation par les gendarmes. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de voir des personnes
d'origine asiatique s'associer à d'autres groupes minoritaires, victimes de violences policières, parce que c'était la première fois en fait qu'on se disait, finalement en France, quand on n'est pas blanc, on peut être mis en insécurité devant les forces de l'ordre, simplement pour ça. Et pour moi, c'est comme s'il y avait une nouvelle génération, il y avait des manifestations devant le commissariat, etc. Et c'est comme si on avait une génération qui tout d'un coup se disait, mais nous aussi on veut être traités à égalité. Enfin, je sais pas comment vous l'avez interprété. Mais la donne n'est pas la même, comme tu disais. Moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai osé conjuguer le verbe français « je vous ai tant aimé » à l'imparfait. C'était une prise de risque. Enfin, c'est quand même fou que je me sente dans un pays avec ce qu'on appelle une insécurité psychologique liée à la prise de parole des minorités. C'est-à-dire que cette insécurité psychologique, c'est que je ne me sens pas en droit, je ne me sens pas protégée si je critique la France, je ne me sens pas légitime, je ne me sens pas, effectivement, en sécurité lorsque j'ose émettre une critique de mon pays. Enfin, est-ce que tu as été mise en danger, Maïlam? Est-ce que non, pas mise en danger parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que tes amis ont réagi, ont été surpris? J'ai perdu beaucoup d'amis. Oui, ça c'est pas vrai. À cause de ta prise de position. Mais c'était même pas une prise de position, c'est que je témoignais d'un parcours qui était le mien et je témoignais qui était exemplaire. Qui était exemplaire. Je témoignais d'une souffrance qui était la mienne. Et beaucoup l'ont pris comme un affront fait à la France, comme une ingratitude. Voilà. Ouais. Ça a été pris comme de l'ingratitude. Et je dis que aujourd'hui, si tu veux, ce que je trouve autour du débat de la minorité modèle, c'est que j'ai coché toutes les cases que l'on souhaitait que je coche, mais je suis désolée, je ne me sens pas en sécurité psychologique pour affirmer. D'accord. Sauf, je n'ai pas ta force, Rokhaya, aller affronter les 40 000. Voilà, mais voilà, sincèrement, c'est-à-dire qu'il faut un sacré, un cuir, relativement solide. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième ou de la troisième génération. Moi, je suis pas de la deuxième génération. Hein. Je suis de ce qu'on appelle 1.5. Je suis arrivée petite en France. Mais le cas de la deuxième et troisième génération, ils se posent pas cette question-là de ce qu'ils ont à perdre. Il y a pas à perdre. Nous, la première génération, on se pose forcément la question de ce que l'on a à perdre. Oui, parce que vous êtes venu de quelque part. On est venu de quelque part, qu'on a construit quelque chose, qu'on a voilà. Donc il y a tout ça qu'on voilà. Genre, aujourd'hui, moi, c'est vrai que le livre, quand j'ai pris la parole, j'ai osé prendre la parole parce que je disais c'était l'acte le plus subversif. Tu n'es plus discrète. Voilà. Non, mais l'acte le plus subversif, ça a été, d'essayer de le dire d'une manière, mais en plus, la plus jolie qui soit. Oui, parce que c'est très joli, c'est une discussion entre toi et ton moi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que pour te dire à quel point ça a été difficile, quoi, de sortir de cette voilà. J'ai même pas trouvé de français avec qui débattre. Là, et j'ai trouvé que moi-même. Donc, mais vraiment, il faut avouer que dans cette intégration à la française, dans ce modèle d'intégration, comme je vous le disais, billet de seconde classe, oui, de première classe, et tu t'exposes forcément à plus dur, à plus cher, à plus. Donc, est-ce que tu as envie de prendre le risque? Je sais pas. Et alors que effectivement, les deuxième, troisième générations, et tant mieux pour eux, c'est même pas une question qui se pose. Ils sont chez eux, donc ils sont chez eux, donc ils peuvent complètement se interroger, critiquer, condamner. Voilà, donc. Merci beaucoup, Maïlam. Merci. On va finir sur ces belles paroles d'espoir. Merci. J'espère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit sur la minorité modèle et sur la pression qu'on peut avoir en tant que personne asiatique? Faites-le nous savoir. On a un mail kiftaras@gmail.com ou sur les réseaux avec le hashtag Kiftaras. Et on a aussi un compte Twitter qui est @Kiftaras. Merci beaucoup. Merci Maïlam. À bientôt, j'espère. À bientôt. Binge.